entendez ça? C'est un orage. Pas forcément très rassurant parce que dans quelques heures, ce truc-là, ça va décoller. Ce truc-là, c'est une fusée. Alors là c'est tout petit, mais en vrai, c'est ça. Ce truc-là, c'est Ariane 6. Une fusée dont je suis la construction depuis des mois et des mois et des mois à travers différents sites en Europe et maintenant ici, en Guyane française. L'idée de ce documentaire, c'est de vous expliquer comment une fusée, une toute nouvelle fusée qui va décoller pour la première fois d'ici quelques heures, a été construite du premier boulon jusqu'à ceci. Tout simplement. Ça fait des mois qu'on tourne. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Encore un bâtiment beaucoup trop grand et flippant. Et c'est quoi les conséquences? C'est une explosion au sol? Non mais le bruit! Là on est dans un bunker, on dirait pas. Bienvenue sur le pâtir d'Ariane 6. 3, 2, 1... Allez vas-y, fais-le. On n'est pas trop proche là? Vraie question là. Parce qu'on dirait pas, mais c'est hyper proche. Hein, ça rend jamais justice à la caméra. Et c'est flippant. Bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous avez l'air d'être des professionnels. Avant de commencer, j'ai un truc à vous dire. On se téléporte à l'aéroport maintenant. Bonjour, vous voyez ce qu'il y a sur ma gauche là? C'est l'ancêtre de Revolut, un petit guichet dans lequel on peut échanger de l'argent à un prix pas du tout attractif. Et puis qui a envie de se balader à l'étranger avec des liasses de billets? Sur Revolut, je me mets dans la devise que je souhaite, j'échange le montant que je veux, hop, terminé. Et maintenant, allons voir la concurrence. C'est fermé. C'est pas une blague, hein. Utilisez plutôt Revolut. Si vous n'êtes pas encore sur Revolut là maintenant là, et que vous vous inscrivez là via mon lien, Revolut vous envoie 20 € sur votre compte. 20 €? Moi je les veux. Tu vois? Et il y a une personne qui sera tirée au sort et qui gagnera 1000 balles en plus. Je m'inscris, merci. T'es déjà chez Revolut, arrête de mentir. Sur Revolut, vous pouvez prendre votre carte. Donc il y a soit les cartes standards comme celle-ci, soit les cartes en métal personnalisées comme la mienne. Non mais je comprends, ouvrir un compte bancaire, c'est galère, c'est de la paperasse. Non, c'est 5 minutes pour rejoindre 45 millions d'utilisateurs. Et c'est la banque qui a été élue la moins chère pour les jeunes. Plus d'arguments au bout d'un moment. Et plus tu utilises ta petite carte comme ça à l'étranger, plus tu accumules des points dont tu peux te servir chez plus de 30 compagnies aériennes. En gros, c'est un programme de fidélité de voyageurs. Absolument incroyable. Merci infiniment à Revolut de sponsoriser ce documentaire. Vous avez toutes les informations en description. Allez prendre vos 20 €. Gros bisous. Ariane Group. Vous avez déjà entendu ça. Pour Ariane 6. Ariane Group. Une médaille aussi pour Ariane. L'ultime décollage d'Ariane 5. Si, mais vous savez pas forcément ce que c'est. Alors, Ariane Group, qu'est-ce que c'est? Bah oui, on est rapidement perdu. C'est quoi la différence avec la NASA, l'ESA, le CNES, SpaceX, Auchan? Non, ça va, c'est autre chose. Pour résumer, il y a des entités qui sont des agences spatiales, qui pondent des missions spatiales, donc. Et de l'autre côté, il y a les constructeurs de fusées. Simplement, le CNES, c'est l'agence spatiale française, la NASA française, quoi. L'ESA, c'est l'agence spatiale européenne. Et Ariane Group, eh bien, c'est une entreprise. Alors attention, c'est pas le petit commerçant du coin qui fabrique des bouchons de dentifrice. C'est une entreprise qui emploie 8000 personnes et qui est chargée de construire des fusées. Enfin, des lanceurs. Voilà, c'est ça qu'on dit. Enfin, vous pouvez continuer à dire fusée, mais c'est plus stylé de dire lanceur. Les fusées, donc Ariane 1, 2, 3, 4, 5 et 6, eh ben c'est eux, depuis les années 70. D'ailleurs, Ariane 5 était considérée comme la fusée la plus fiable du monde. Donc en termes de lanceurs, ils sont calés, quoi. C'est leur truc. Et vous êtes en droit de vous demander pourquoi ils envoient des lanceurs dans l'espace. Déjà parce que c'est joli, c'est impressionnant, c'est rapide, c'est la pointe de la technologie humaine, et aussi parce que quand même ça permet d'envoyer des satellites. Enfin des charges utiles. Vous pouvez continuer à dire satellite, mais si vous voulez être stylé, il faut dire charge utile. Lanceur, charge utile. Voilà, vous avez les termes. Une des charges utiles les plus connues et un des plus beaux faits d'armes du programme Ariane, c'est d'avoir envoyé le télescope James Webb en orbite, permettant d'obtenir ces clichés de l'univers. Voilà. Ça me rend complètement fou, et ça permet bien de se rendre compte à quel point Ariane Group pèse dans le game mondial, parce qu'on leur confie la charge utile la plus précieuse du siècle pour la mettre en orbite dans le plus grand des calmes. Ça fait 10 ans, 10 balais, que les gens d'Ariane 6 bossent sur le projet. C'est vraiment une fusée qui est simplifiée pour coûter moins cher, mais qui doit faire plus de choses que la précédente. Pourquoi? Parce qu'on est dans un nouveau marché, une ère de compétition absolument sans précédent dans le domaine du spatial, avec notamment l'arrivée de SpaceX, qui a clairement réduit les coûts, voilà. Et donc, Ariane se devait de faire des innovations de maboule pour faire en sorte que les lanceurs coûtent moins d'argent. Et c'est le cas d'Ariane 6. Et pourtant, elle fait plus de choses, dont on parlera plus en détail tout à l'heure.
Le premier vol d'Ariane 6, qui je le rappelle va avoir lieu dans quelques heures juste là, il est fondamental parce que c'est un vol de qualification. C'est ce vol inaugural qui va permettre de dire Ariane 6, c'est bon, c'est parti pour une exploitation de plusieurs centaines de vols peut-être. Ariane 6, c'est pas juste une fusée, c'est une série de fusées qui sont sous l'appellation Ariane 6. Donc il y a eu plusieurs fusées Ariane 5, plusieurs fusées Ariane 4. Cette fusée, elle est constituée de plusieurs centaines de milliers de pièces, mais surtout d'éléments principaux qui s'affichent actuellement à l'écran et sur lesquels on va revenir parce que c'est absolument passionnant. Et tous ces éléments sont construits essentiellement en Europe, dans tous ces sites-là, et on va en visiter plusieurs. Revenons, si vous le voulez bien, quelques mois en arrière, en métropole, sur le site de Vernon, où il y a une usine Ariane Group. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tu es responsable de production chez Ariane Group et actuellement on est sur la commune de Vernon, en Normandie. Il y a les vaches laitières et il y a aussi Ariane Group. C'est absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière générale, Vernon, qu'est-ce qui s'y passe pour Ariane Group? À Vernon, donc sur ce site particulièrement, on conçoit, on fabrique, on assemble et on teste les moteurs de la fusée Ariane 6. On peut donner le nombre de moteurs qu'il y a sur une fusée Ariane 6? Il y en a deux. Celui tout en bas, Qui s'appelle le Vulcain. Qui s'appelle le Vulcain, Voilà. qui sert en gros pour vulgariser à arracher la fusée de l'attraction terrestre. Mais pas que, parce que s'il n'y avait pas les boosters, on ne partirait pas. Ok. Et le Vinci qui est en haut. Exactement. Et le moteur Vinci, bah, il est juste là. Bah, on le voit pas, il est caché, mais il est là, faites-moi confiance. Et le moteur Vulcain, il est juste là, qu'on voit pas non plus. Parlons-en justement. Ce moteur, il est juste derrière moi, quelques mois plus tôt. C'est le même, c'est le moteur Vulcain 2.1 et c'est surtout une pièce absolument iconique puisqu'on voit le bas, le divergent, sur le pas de tir. Et je suis avec Carlo. Bonjour Carlo. Bonjour. On est dans un endroit qui est particulièrement visuel, je pense que les gens le voient en regardant ce cadre. Donc on est dans le bâtiment d'assemblage du moteur Vulcain, Ok. Vulcain 2.1. Et donc vous êtes aujourd'hui dans l'atelier où on assemble ce moteur. Ok, donc ce moteur, il n'y en a qu'un par fusée. Oui, c'est un moteur qui fonctionne à des ergols liquides, Oui. oxygène et hydrogène. Ok. Et donc ça se passe ici et donc on en est très fiers. Ok, on s'approche tout de suite. Ça consomme un petit peu ça ou pas? Bien sûr, oui. De toute façon, c'est une débauche d'énergie globalement, un moteur comme ça. Alors un pour moteur arracher. comme ça, c'est à peu près 2,9 gigawatts de puissance. D'accord. Donc 2,9 milliards de watts. Pour que les gens se rendent compte, un appareil à raclette, c'est 1300 watts. Non mais c'est voilà, cette débauche d'énergie, elle permet quand même de se rendre compte de la force qu'il faut pour compenser l'attraction terrestre globalement. Tout à fait. Parce qu'on l'a subi au quotidien, mais on l'oublie complètement en tant qu'être humain. Absolument. Donc lui, il génère à peu près, on va dire une centaine de tonnes de force Ok. au décollage. Et après, tu as les boosters qui permettent justement le décollage de la fusée. Bon, pour bien vous expliquer, pour faire décoller ce monstre et déployer sa charge utile à l'orbite souhaitée, vous avez besoin de 2 ou de 4 boosters selon le poids que vous voulez transporter pour s'arracher du sol. Le moteur Vulcain les aide un petit peu, mais son taf à lui, c'est surtout de donner de la vitesse à la fusée pendant la traversée de l'atmosphère. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de frottement, il n'y a plus d'oxygène. L'attraction terrestre à cette altitude est moindre et donc la fusée a besoin de moins de poussée et le moteur Vulcain permet de faire les derniers kilomètres de cette propulsion. Ce qui est fou, c'est que ce moteur coûte des millions, a nécessité des décennies de recherche et développement et pourtant, sa durée d'utilisation, c'est 5 à 10 minutes. Ce qui est absolument fou et ce qui, je crois, n'existe dans quand même très très peu de domaines, c'est que tout ça va finir vaporiser dans... Il va rentrer dans l'atmosphère, dans oui, l'atmosphère effectivement, on ne le réutilise pas. Est-ce que vous y pensez à ce genre de choses? C'est une réflexion basique que je me fais. Les contraintes qu'on se donne pour une durée de vie si limitée Oui. sont encore assez difficiles pour moi, des fois à intégrer. Mais après, quand on se rend compte des forces et de la pression que doit subir le moteur, il n'y a pas de doute et c'est bien là-dessus. Tu sais pourquoi tu le fais. On sait pourquoi on le fait. Il faut qu'il soit testé avant d'aller en vol. Et donc ça veut dire qu'il est plugué à un faux étage. Voilà, il y a un banc d'essai, ce qu'on appelle la zone d'essai à Vernon. Donc il est soumis aux mêmes contraintes que pendant le vol, quoi. Quasiment. Et ouais, il y a bien un pas de tir de fusée en Normandie. Mais c'est qu'un banc d'essai, calmez-vous. La ligne directe Normandie-Jupiter, c'est pas pour tout de suite. Et sur ce pas de tir, j'ai rencontré Laurence, qui a l'intitulé de poste le plus stylé que j'ai jamais entendu. Directrice de tir. Directrice de tir. Ouais, là, franchement, en termes d'intitulé, on est pas mal, quoi. Le moteur arrive ici. Pendant quelques semaines, on va lui faire subir tout un tas de tests. Tu vas le torturer. Voilà, jusqu'au tir à feu. On va faire un tir à feu de plusieurs centaines de secondes. Ok. On va cartographier tout son mode de fonctionnement. Et après l'essai, on va pouvoir en déduire un réglage. C'est-à-dire que là, le moteur, il va ressentir, on va dire, physiologiquement la même poussée que quand il va décoller. Tout à fait, on va aller chercher le même point. Ah oui, c'est même pas un test à 60%, c'est 100%. Et j'ai une question très bête et très pragmatique, mais donc du coup, les gaz d'échappement qui sont toujours extrêmement impressionnants. Là, on est au milieu d'une forêt. Où vont les gaz d'échappement? Les gaz d'échappement, ils sont évacués par le Carnot, donc le Ok. gros tube vert que Ouais. vous voyez. Ouais, donc ça passe un peu sous terre et ensuite c'est éjecté.
Alors, oui, je vous confirme, ce panache de fumée là que vous observez, il est extrêmement toxique et vous fera mourir d'une maladie rare en seulement quelques secondes. C'est faux, c'est de l'eau. C'est la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est la fameuse propulsion liquide dont parlait Carlo et qui a une poussée phénoménale. Donc il faut pas le laisser décoller, le moteur Vulcain. C'est ni le moment, ni l'endroit. Ça a une poussée de 100 tonnes. Ça veut dire que ce bâtiment, il est capable de retenir ça parce qu'il va pousser ça. Tout à fait. Donc là, on voit les parties rouges, là, et même ici, là, donc il y a un mur en béton, ce que je disais tout à l'heure, d'1,50 m d'épais. C'est pas un préfabriqué le truc, c'est un truc qui est fait pour Ah bah, retenir tout à fait. un moteur qui a envie de partir, quoi. On décolle pas avec, quand on met à feu ce moteur-là. Ça, j'aime bien, cette ambiance-là. J'espère que quelqu'un l'a fait exprès. Non, vous l'avez fait parce qu'on est là. En vrai, il n'y a pas ça tous les jours, parce que c'est stylé, voilà, c'est tout. Et ce n'est pas pour rien que ces voix ont retenti dans les haut-parleurs. Elles annonçaient le début d'un test de l'autre moteur d'Ariane 6, le Vinci, qui est sur un autre pas de tir de test à seulement quelques centaines de mètres. Ça fait un bruit. Là, on est à peu près à 600 mètres du pas de tir. Ils sont en train de tester le moteur Vinci, c'est-à-dire entre guillemets le plus petit des deux. Donc j'imagine pas ce que c'est le test d'un Vulcain. Non mais le bruit! Globalement, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'entendre un moteur Vinci parce que quand il est utilisé, le moteur Vinci il est dans l'espace, il n'y a pas d'air, tu peux pas l'entendre. Donc voilà, ouais, je fais partie des rares privilégiés à entendre un moteur Vinci, voilà. Non mais là, je suis... Incroyable. Bon, c'était pas la peine de mettre tout ça en place pour moi. Oui. La transition est parfaite pour vous parler du moteur Vinci. Je vous présente Pascal, le chef d'atelier de montage de ce moteur, qui est en réalité plombier chauffagiste et comédien à mi-temps. Il a donc fait semblant de maîtriser son sujet, c'est complètement faux. On l'écoute, il est brillant. Donc tout à l'heure, on a parlé du moteur Vulcain qui participe à faire en sorte que la fusée s'arrache du sol. Là, c'est pas du tout le job du moteur Vinci. Son but, c'est de faire quoi? En fait, le but, c'est de reprendre le flambeau après Vulcain. Ouais. Donc plus ça va dans la mission, plus on allège la structure, on se sépare de l'étage principal. Donc une fois qu'il rentre en fonction, l'étage est déjà séparé. Voilà, il reprend le relais, il s'allume et ensuite il va poursuivre la mission jusqu'à atteindre l'orbite qu'il va falloir atteindre par rapport à la mission aussi qui peut être spécifique. Ce moteur-là offre une très grande flexibilité justement puisqu'il est réglable au niveau de sa puissance mais aussi il est réallumable. D'accord. C'est ce qui fait la différence avec le moteur. D'accord, donc il peut se couper, se réallumer, se couper, se réallumer. Tout à fait. Ok. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, on peut pas vous le montrer sous toutes les coutures, mais c'est une pièce qui est magnifique. D'un point de vue juste usinage, faites-moi confiance en fait. Et puis sinon, vous allez sur Google, je suis sûr que vous allez en trouver des vieux. Une fois sa mission terminée, le moteur Vinci va se rallumer une dernière fois pour se diriger de lui-même vers la Terre, accroché à son étage, et il va se désintégrer dans l'atmosphère. RIP. Eh ben, bravo, merci beaucoup pour votre temps. Et on continue ce documentaire où on apprend comment fabriquer une fusée. Vous aussi fabriquez une fusée à la maison. Parmi les sites majeurs qui ont participé à la construction de la fusée Ariane 6, il y a Vernon, on en vient, et il y a aussi les Mureaux. On y va maintenant. Arnaud, bonjour. Bonjour. Là, on est un petit peu chez toi, on est au Mureaux. Qu'est-ce qu'on fabrique au Mureaux? La fusée, comme toute grosse fusée qui existe dans le monde, elle est divisée en plusieurs étages. Ouais. Un étage est constitué d'un moteur et de ses réservoirs. Ouais. Et ben ici, on fait au Mureaux l'étage principal de la fusée Ariane 6. Ok. Donc c'est le moteur Vulcain 2.1 qui vient de Vernon, qu'on va venir assembler au reste de la structure de l'étage pour former un étage complet qui est prêt à décoller. Donc toi, tu attends quand même la livraison du moteur Vulcain de Vernon. C'est-à-dire que tu es juste après dans la phase de... Exactement. Ok. Comme la fusée est fabriquée à plein d'endroits différents, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la proportion de la fusée qui est construite en fait sur ces deux sites? On a fait le décompte il n'y a pas longtemps. En fait, on se retrouve avec environ 300 000 pièces pour faire une fusée complète. À peu près la moitié constitue l'étage principal de la fusée qui est fait ici au Mureaux. D'accord. On va aller découvrir le premier élément, on y va tout de suite, c'est le réservoir. Je dis pas de bêtises? Let's go. Messieurs, dames, derrière moi, la première pièce qui constitue les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène, on est sur quelque chose qui s'appelle une virole. Cette virole, on en met 4 bout à bout, on ferme le tout et ça nous donne ceci. Un réservoir d'hydrogène qui fait une quinzaine de mètres de long. Il a aussi pour travail de devoir porter toute la masse qu'il y a au-dessus de lui. Et il y en a de la masse. Il a beaucoup de travail, ce petit réservoir. Ça a l'air léger, c'est quand même de l'aluminium et il est vide. Est-ce que tu peux nous faire un petit comparatif du poids entre maintenant et quand il sera sur le pas de tir à Kourou? Complètement. Quand tu prends un réservoir d'hydrogène vide, tel qu'il est présenté là, c'est un monospace.
Voilà. Ah oui, c'est excessivement léger. Exactement. Par contre, une fusée au décollage, Oui. avec 2 boosters, c'est 500 tonnes Oui. remplies de carburant. D'accord. Parce que du coup, ces réservoirs vont recevoir respectivement 120 et 20 tonnes de carburant à l'intérieur. Tu me disais que là, l'étage de la première fusée Ariane 6 ever historique, on va aller la voir juste Exactement. après, elle est prête à sortir. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, j'imagine, il y a déjà ça. Après, complètement, ouais. Et lui, en fait, c'est pour une future Tout à fait. fusée. Donc la 2, la 3, la 8, voilà. C'est ça. Ok. Dans l'usine, là, aujourd'hui, on est en train de fabriquer des éléments jusqu'à la 5, 6, 7e fusée qui décollera après. Ok. Alors même que la première n'a pas encore décollé. Donc globalement, ici, ça fait un peu la queue. Ça Ouais. pousse, ça attend que ça sorte au niveau de la Exactement. ligne finale, quoi. Ok. Et ces réservoirs qui servent donc à faire fonctionner le moteur Vulcain, ils sont ensuite recouverts d'une protection thermique blanche et assemblés avec d'autres pièces pour former cette énorme partie du lanceur qui représente donc l'étage principal de la fusée. Je me sens tout petit. Sur ma droite, un premier étage de la fusée Ariane 6. C'est le premier étage de la première Ariane 6. Il fait 30 mètres de long et on est encore loin de la totalité de la fusée. C'est déjà extrêmement complexe parce qu'à l'intérieur de ça, on a le moteur Vulcain 2.1 et on a 2 réservoirs, celui d'oxygène et celui d'hydrogène. C'est celle qu'on va voir décoller dans ce documentaire. Elle est là et on la voit des mois avant. C'est vraiment totalement l'objectif de ce documentaire, c'est de vous montrer le voyage d'une fusée du premier boulon jusqu'au pas de tir. T'es un peu triste de la voir partir ou... C'est un C'est déchirement. Mais complètement. C'est vrai. C'est Ouais, c'est un fou. petit bébé qui continue, qui grandit, qui devient enfant et qui continue son chemin. C'est un beau bébé déjà. Et en même temps, ce qui est assez passionnant, c'est de se dire que tout de suite après, il y a déjà les suivantes qui arrivent. Mais dans une carrière comme la tienne, il n'y en a pas 40 des premières fusées. Exactement. Donc c'est quand même... Ça, faut reconnaître que du coup, ça sera assez magique. Comment tu vis les lancements globalement? Je pense que pour beaucoup de collaborateurs comme pour moi, on rêve d'y être. On Ouais. ne pourra pas tous y aller, ça c'est à peu près sûr. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est de le faire le plus entouré possible. C'est ta finale de Coupe du Monde à Ouais, toi, c'est quoi. ça. Ok. exactement. Et on est tous entraîneurs en plus. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous vous posez sûrement plein de questions sur comment est-ce qu'une fusée est fabriquée. Une des questions que vous ne vous posez pas, mais à laquelle je vais quand même répondre, c'est dans quoi est livrée une fusée toute neuve. Vous achetez une fusée sur internet, vous l'ajoutez au panier, vous achetez une petite Ariane 6, et bien c'est livré dans ceci. C'est le carton d'emballage le plus gros que j'ai jamais vu et il contient un étage inférieur dans son entièreté. L'usine des Mureaux met à l'intérieur l'étage inférieur. Ce conteneur va être déplacé par camion à quelques dizaines de mètres parce qu'on est juste à côté de la Seine. Il va être chargé dans une barge qui va emmener cet étage inférieur jusqu'au Havre. Du Havre, il va être transféré sur un bateau qui va ensuite traverser l'Atlantique jusqu'en Guyane. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on ouvrira ce conteneur. Donc voilà, c'était juste une séquence dans le documentaire où on vous explique l'emballage d'une fusée. C'est le chronopost de la fusée. Voilà, c'est la phase finale. Une fois que ça s'est passé, les Mureaux, c'est terminé. Pour les Mureaux, c'est fini. Ouais. Et la suite continue pour les étages suivants. Globalement, il entame son dernier voyage quand même. Ou son premier, c'est pas quand t'es loin. Son premier, c'est vrai que... Et derrière nous, c'est pas un avant-goût de Guyane, ces C'est petits un peu bruits ça. d'oiseaux. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est très fort et surtout les cris sont très... Genre, ça existe pas ces oiseaux-ci? En fait, il y a une espèce d'oiseau qui nidifie. On a fait le plus simple, Ouais. le plus joli pour éviter d'avoir trop de nids de cette espèce-là. D'accord. Trouver le son de son prédateur et le diffuser dans des gros haut-parleurs. D'accord, pour des raisons de sécurité. du coup, Exactement, pour, parce que pour- beaucoup trop de nids commenceraient à pouvoir attaquer au bout d'un très moment. fort. Ouais, c'est hyper fort. La perméabilité du bâtiment lui. Absolument. Merci beaucoup Arnaud. Salut, Merci. Maxime. À plus. Ciao. À bientôt. Ça fait partie de ces moments où je vais vous parler d'un truc qui peut paraître être un point de détail, mais en fait c'est absolument passionnant. Pour déplacer la fusée Ariane 6 de l'autre côté de l'océan Atlantique et l'amener sur son pas de tir ici, il faut un bateau, hein, mais il faut un bateau qui puisse transporter des fusées. Ce bateau est absolument incroyable, c'est le bateau Canopée. Ça tombe bien puisqu'on l'a suivi avec des rames. C'était galère de fou et on n'a pas pu filmer ça parce qu'il y avait un problème de carte SD. Trop dommage. Mais ça tombe bien, on est arrivé à Kourou exactement au moment où la fusée a été débarquée de Canopée et arrive sur son dernier territoire terrestre avant l'espace. Un peu cool ça. Nous sommes en Guyane française, c'est la saison des pluies. Et au moment où je commence à tourner, un bus vient se garer entre la caméra et moi. Vous ne me voyez plus et c'est pas forcément le plan le plus intéressant de la vidéo. Il est moustique, il pleut de fou. Il y a une mousson qui nous arrive sur le coin du nez. Je suis actuellement à Kourou, au centre spatial guyanais, c'est-à-dire finalement la base de lancement de l'Europe. C'est un peu fou cette histoire. Derrière moi, il y a une fusée. C'est pas la bonne. Je suis désolé de vous décevoir. Ça, c'est Ariane 5. C'est une maquette, mais elle est quand même iconique. Nous, c'est Ariane 6 qui nous intéresse, bien sûr, qu'on a commencé à voir en métropole et qu'on va continuer de suivre ici, puisqu'elle va finir d'être assemblée. Et puisqu'on est ici, on va en profiter pour aussi aller voir le pas de tir, ainsi que les salles de lancement. Bienvenue au centre spatial
spatial guyanais. Bienvenue dans les dernières usines d'Ariane Group avant l'espace. Le centre spatial guyanais, c'est un site de près de 700 km² sur lequel travaillent plus de 1700 personnes et tout ça au bord de la jungle amazonienne. Ici, depuis 1979, 300 décollages ont eu lieu. Le complexe est tellement grand qu'il faut carrément prendre la route pendant plusieurs dizaines de minutes pour atteindre chaque partie du site. C'est vraiment une ville dans la ville. Ils ont genre des ronds-points, des noms de routes plutôt cool. Je suis globalement à Disneyland Kourou. Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est la même excitation. Le centre spatial guyanais, ce n'est pas qu'un endroit où on lance des fusées. Non, non, c'est aussi la toute dernière usine d'Ariane 6. Et ça tombe bien, l'étage principal que nous suivons depuis les Mureaux vient d'arriver par bateau et est transporté vers le bâtiment où nous nous trouvons. Il est d'ailleurs accompagné par une autre partie de la fusée. Ouais, je la vois, elle arrive, ouais. Elle vient d'arriver par bateau, là. Je surjoue, en fait, elle est déjà là. Moteur Vulcain, caché derrière sa petite Charlotte, et étage inférieur, plus l'étage supérieur qui a été connecté. On a donc 40 mètres de fusée derrière nous. Je vous explique ça tout de suite. Je vais vous expliquer avec cette maquette de type C'est pas sorcier Jamie ce qu'il n'y a pas derrière moi. Ce qu'il n'y a pas, c'est la coiffe. Actuellement, elle n'est pas connectée au reste. Ensuite, ce qu'on a vu en France, c'est l'étage inférieur qui va jusque là. Et ce qui a été rajouté, c'est cette partie-là, l'avionique, plus l'étage supérieur avec le moteur Vinci qui est juste là. Donc on a rajouté 10 mètres aux 30 mètres qu'on a pu observer en France. Qu'est-ce qu'il n'y a pas également? Les boosters qu'on va voir un petit peu plus tard. Elle est en train de grandir, notre fusée. Elle fait déjà 40 mètres et il lui reste combien? Elle fait combien à la fin? 50? 70, c'est plus 62 pour madame au fond de la salle. Du coup, à notre étage principal, s'est ajouté un étage secondaire. L'étage secondaire, c'est juste là. Cette pièce plus qu'importante est assemblée à Brême en Allemagne et elle aussi a été transportée sur le bateau Canopée avant d'être raccordée à l'étage principal directement ici à Kourou. Ah oui, parce qu'on n'est pas arrivé tout à fait le même jour. En fait, c'était une vanne. Hein. Le bateau Canopée, il est arrivé il y a plusieurs semaines. Voilà, je suis un imposteur. Accroché à cet étage supérieur, il y a donc le moteur Vinci, mais aussi les équipements avioniques. C'est en gros les super ordinateurs, les cerveaux de la fusée et c'est cette partie qui permet notamment de contrôler sa trajectoire, d'enclencher toutes les étapes de séparation des étages, d'allumer et de rallumer le moteur Vinci, etc. etc. J'imagine que ça gère aussi la climatisation. Y a pas besoin? Ok. Et ces 40 mètres de fusée vont bientôt être déplacés de ce bâtiment. Elle est en position horizontale pendant encore quelques semaines. Et après, on va passer à une étape importante qui est la verticalisation, c'est ça? Exactement. Donc déjà, la zone de lancement, le pas de tir, est là-bas. Il y a à peu près 800 mètres qui nous séparent de ce bâtiment. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir partir. Ce qui est fou, c'est que la chaîne, on va dire, de vie de la fusée, de son arrivée depuis le bateau Canopée jusqu'au pas de tir, c'est globalement une ligne droite jusqu'au pas de tir, quoi, entre le bateau et le pas de tir. On peut dire ça. 2 semaines après notre premier voyage à Kourou, il y a eu un événement majeur, c'est ce qu'on appelle la verticalisation. C'est-à-dire le moment où la fusée est mise à la verticale. Elle ne sera plus jamais à l'horizontale, on l'espère en tout cas, parce que si c'est le cas, c'est vraiment qu'il y a eu une couille. Et d'un point de vue design aussi, il lui manque quelque chose quand même. Hein. Il lui manque la coiffe avec la charge utile à l'intérieur et les boosters. Voilà, et là on aura une fusée complète. Donc justement, les boosters, parlons-en, on va les voir tout de suite. Les amis, encore un bâtiment beaucoup trop grand et flippant. C'est un bâtiment iconique dans lequel je suis actuellement parce que c'est le bâtiment qui servait à l'époque à Ariane 5 à être assemblé et qui sert maintenant de bâtiment de stockage pour les ESR, c'est-à-dire les boosters qui donnent cette petite tronche sympathique à Ariane 6. Donc il peut y avoir jusqu'à 4 boosters sur une de ces fusées et regardez la taille d'un seul booster. Ça fait à peu près 20 mètres et à l'intérieur de ça, il y a de l'énergie. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous rappeler, basiquement, la fonction de ces boosters? Les boosters, c'est, on va dire 80% de la poussée au décollage. Donc c'est ça qui fait un peu le spectacle. Pendant combien de temps à peu près? Un petit peu moins de 2 minutes. Donc ça dure 2 minutes. Il pousse combien de tonnes au décollage? 450. D'accord. Par booster, voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y a 140 tonnes de poudre à l'intérieur. Il y a un autre bâtiment de stockage beaucoup plus important à quelques kilomètres d'ici qui va permettre de stocker jusqu'à 12 boosters comme ça. Et mine de rien, c'est le plus gros stockage pyrotechnique, alors je vais dire d'Europe, mais d'Europe en Amérique du Sud. Oui, ok, ça marche. C'est vrai qu'il y a un défi logistique de fou parce que à 9 Ariane lancées par an, une fois que la cadence, c'est énorme. On nous demande des cadences de l'ordre de 30 et quelques boosters. Truc comme ça. Voilà, donc quand on sort, on va pas dire toutes les semaines, mais toutes les 2, quoi, à peu près. C'est un truc de fou.
Il ne nous reste donc plus qu'un élément pour que notre fusée soit complète. La coiffe et ce qu'elle contient, ce qu'on appelle la charge utile. C'est la raison même de l'existence du programme Ariane, hein, parce que c'est vrai que ça coûte un petit peu de pognon, donc l'envoyer à vide, ce serait quand même dommage. C'est pas le 14 juillet, on va se détendre un petit peu. On va donc pouvoir embarquer des satellites, que ce soit des satellites de télécommunication, d'observation, d'exploration, commandés par des clients qui peuvent être aussi bien un fournisseur de télécom qu'un corps d'armée, qu'une entité scientifique, voire même un État, voire même Jean-Philippe Duriot, boulanger, qui s'est toujours demandé mais qu'est-ce que ça ferait d'envoyer une boule coupée dans l'espace, je voudrais bien savoir. Bon, c'est vrai que ce dernier, c'est un peu plus rare, hein. Par exemple, les ATV, les cargos spatiaux, qui sont destinés à ravitailler la Station Spatiale Internationale, ont été lancés par des fusées Ariane 5 depuis 2008. Et c'est aussi le cas des satellites de la constellation Galileo, dont l'objectif pour l'Europe est de se doter de son propre système de géolocalisation. Ok, vous voyez ce bâtiment absolument immense? C'est ici qu'est encapsulée la charge utile au sein de la coiffe. Eh bien, ce gigantesque bâtiment, c'est finalement l'un des plus petits que j'ai vu. Ça donne tout de suite une idée de la taille de la fusée, hein. Les clients qui placent les charges utiles n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc il y a des tailles de coiffe différentes, et il y a même jusqu'à 8 configurations possibles. Et ici, c'est un peu le royaume de Nathalie et Adeline qui m'expliquent les étapes clés. Comme toutes les charges utiles que tu vois ici, à chaque fois tu vois le ou les satellites posés et à nu, j'ai envie de dire. Ouais. Tu fais partie des dernières personnes qui les voient. Ouais, c'est fou ça en vrai. Ah, Je sais pas, il y a un côté un peu dernier témoin quoi. Ouais, mais carrément. Alors on est avec les clients et puis on est les derniers à voir ce qui se passe sous coiffe. Après, plus personne ne le verra, a priori. C'est ça, on espère. C'est le but du jeu, c'est qu'on les revoit plus. C'est la dernière pièce de la fusée qui est assemblée. C'est vraiment à la fin de la fin, c'est-à-dire que tu as déjà les boosters accrochés. Oui, tout le lanceur est prêt. Et c'est combien de temps avant le décollage? J-2. C'est 2 jours avant? Oui. Ah ouais. Du don. Notre fusée a l'air complète là, ça commence à ressembler à quelque chose cette histoire. Bah super. Il nous manque plus qu'un pas de tir. Ça serait vraiment cool. Bam! Là il y a un plan. Bienvenue sur le pas de tir d'Ariane 6. Ce que vous voyez là, c'est le portique mobile, c'est-à-dire la dernière usine, la dernière maison d'Ariane 6. Elle va pas en sortir, c'est la maison qui va sortir. Ouais, c'est bizarre, mais c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent et c'est la structure en entière qui va reculer pour faire en sorte qu'Ariane 6 soit complètement libre de décoller. C'est très impressionnant, c'est très haut, c'est très démesuré et on va vous expliquer de quoi est composé cet endroit extraordinaire. Il y a une voiture qui arrive, je vais mourir. Mais c'est filmé. Allez, on y va. Ce pas de tir a été intégralement construit pour les besoins d'Ariane 6 et il est constamment connecté à la fusée et ce jusqu'au tout dernier moment pour pouvoir opérer et agir sur le lanceur depuis le sol. On prend le monte charge. Tout le monde va en orbite basse? Attends, il y a vraiment 15 étages là? Ouais. D'accord. 2, bah, c'est même pas marrant, 2. C'est Lune, Mars. Et c'est toujours un peu particulier de se trouver dans un endroit qui sera complètement désert d'ici quelques semaines parce que le jour du lancement, ici ça va péter quoi. Globalement ça va péter. Il y a 2 structures de part et d'autre du corps central de la fusée. La structure qui est sur la gauche, c'est la structure qui va permettre de remplir le réservoir d'hydrogène. La structure qui est sur la droite, ça va permettre de remplir le réservoir d'oxygène. Globalement, ce sera pas vraiment l'endroit où allumer une cigarette, si tu vois ce que je veux dire. C'est stressant un peu parce que c'est dans quelques semaines et il est encore en train de saouler des trucs. Je suis avec Kevin. Et cette fois, Kevin, tu travailles pas à Ariane Group, tu travailles au CNES. Exact. Le rôle du CNES ici au centre spatial, c'est de s'occuper de tout ce qui est au sol. Donc le portique, tout ce qui est mécanique que vous voyez là, toutes les fondations, tous les pas de tir ont été faits par le CNES, en tout cas au centre spatial. Et depuis 1 an, on a fait les essais combinés. Okay. C'était avec la maquette. La Ariane V0, on va dire. Ouais, voilà. Donc c'est une maquette vraiment quasiment identique que le modèle de vol. Bon alors j'avoue tout, j'ai menti, la toute première fusée Ariane 6 jamais construite n'est pas celle qu'on suit depuis le début de cette vidéo. Non, une autre fusée Ariane 6 a été construite, mais uniquement pour faire des essais. Bon, en vrai, elle était pas si bien cachée que ça, hein, parce que c'est quand même une fusée, donc c'est galère à planquer. Elle était là, juste là, depuis le début. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a 2 Ariane 6 dans cet entrepôt là? Alors il y a bien 2 Ariane 6. Il y en a un, c'est le spécimen qui nous a servi pour les essais combinés. D'accord. Et l'autre, c'est le spécimen qui va voler dans quelques semaines. Donc il nous a servi pour tester tous nos procédés de montage, nos outillages, et également de faire tous les essais pour simuler des tirs avortés par exemple, pour faire la chronologie de lancement. Elle a été en config fusée avec les boosters, tout. Entière. Ah waouh. Le but c'était vraiment de représenter le lancement
lanceur et de montrer qu'il allait voler. Ouais, carrément. Par exemple, on se posait des questions sur comment le lanceur réagit quand on allume le moteur au niveau dynamique. Ça, on a fait beaucoup d'analyses, beaucoup de choses, mais il n'y a que l'essai qui parle. À un moment donné, il faut tester. Par contre, ce que tu n'as pas pu tester, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, l'arrachement, etc. Tout ça, tu peux difficilement le tester avant le premier vol. Voilà, on n'a pas pu tester exactement en étant représentatif du vol sur toutes les interfaces. Pendant des années, on imagine la mise en œuvre. Puis quand tu te rencontres la physique, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Il faut réajuster en temps réel parfois. C'est vraiment essentiel ce test-là. Bien sûr. Les amis, on a tous vu ces images dans les films spatiaux, des bras qui sont accrochés à la fusée et qui se décrochent juste avant le lancement. Eh bien, pour effectuer ce mouvement, c'est des contrepoids de 12 tonnes qui tombent dans le vide et qui viennent tirer sur des câbles pour que le bras se décroche de la fusée. Et ces contrepoids, ils sont cachés derrière cette grande colonne. Je trouve ça fou parce qu'on est encore une fois dans un endroit ultra technologique, mais pour décrocher le bras, c'est un contrepoids avec un fil. J'aime bien. Et c'est dans cet endroit que vraiment je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici. J'imagine ce que ça doit être de se trouver exactement ici au moment du lancement. La terre qui tremble, la chaleur immense, la fumée, l'onde de choc acoustique, la mort, au final. Voilà, c'est certainement pas une bonne idée de rester là le jour J. Bref, en tout cas, l'immensité du lieu est tellement dingue, c'est presque mystique. J'en ai littéralement le vertige. Que ce soit dans les étages ou même dans les sous-sols, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Je suis perdu là, c'est un labyrinthe le truc. Y a quelqu'un? Ariane? Ah oui, donc là on voit vraiment jusqu'au Brésil quoi. What? Mais alors là vraiment le contraste spaceport, forêt primaire, il est violent. Quoi? Même les gens qui travaillent là, ils vont jamais sur le toit. Vous vous rendiez compte de la chance qu'on a vraiment, c'est incohérent. Waouh, la vue! Dites-vous qu'il n'y avait rien ici il y a encore quelques années. Le hangar qui est là-bas, on était dedans tout à l'heure, il est ridicule. Allez, on se remet du choc et on repart. Waouh, tu vois la porte et la voiture en dessous, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Résidence tertiaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi la France a établi une zone de lancement européenne en Guyane et pas en Deux-Sèvres par exemple. Eh bien il y a une raison à ça, c'est la volonté d'être le plus proche possible de l'équateur. Parce que quand on est plus proche de l'équateur, eh bien on tourne plus vite que quand on est plus proche du pôle Nord ou du pôle Sud. Et donc on fait des économies de carburant, tout simplement. C'est un petit tips que je vous donne si vous avez envie de lancer votre propre programme spatial. Juste derrière moi, il y a un des 4 pylônes qui fait le tour du portique mobile. Et c'est un paratonnerre, mais pas n'importe quel paratonnerre. En fait, ça capte la puissance de la foudre pour venir recharger la fusée directement. Et juste là, pour les employés, il y a une rampe de skateboard énorme. Dès que je suis pas accompagné par un expert, je dis n'importe quoi, tout est faux. En réalité, cette rampe a évidemment une utilité bien plus importante et bien plus effrayante aussi. Oh! Mathurin, Kevin, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est les carnaux. Il y a le bâtiment, donc le portique mobile qui est au milieu de ce V, si j'ai bien compris, et ça évacue de chaque côté les échappements. Voilà, il y a le déflecteur au milieu, là, l'espèce de pointe qu'on voit, qui permet de diviser le flux de gaz en deux. Globalement, le jour du lancement, c'est pas l'endroit idéal. Ah ouais, faut éviter. Yvan, ça va toi? Est-ce que tu irais pas de l'autre côté pour voir si on arrive à se parler? Juste pour... Ah, c'est... Ouais, vas-y. Moi j'y vais, moi. Oui. Faut pas lui dire oui en fait. Yvan? Ouais, je suis là. À quelle heure tu t'es levé ce matin? Je me suis levé à... J'ai une vraie conversation avec un gars là. C'était départ assez tôt de l'hôtel. C'est passionnant ce que tu dis. Reviens maintenant, on a autre chose à faire. Pourquoi je fais coucou moi? Vous connaissez le concept de sortir par la grande porte? Bah c'est pas du tout l'idée là. C'est la plus grande porte que j'ai jamais vue. Je prends une photo. Rien n'a de sens là. J'ai trop d'infos. Bon, il nous manque un endroit là. Il nous manque même 2 endroits en réalité. Le centre de lancement et la salle Jupiter. Ces 2 endroits, vous allez forcément les reconnaître. C'est ceux qu'on voit souvent à la télé et ceux qui ont inspiré probablement ma passion pour l'exploration spatiale depuis que j'ai 8 ans et demi. Et on commence par le centre de lancement qui regroupe les équipes d'Ariane qui s'occupent exclusivement du lanceur, donc de la fusée. Pendant les heures qui précèdent le décollage, c'est ici qu'est piloté le remplissage des réservoirs, l'allumage des ordinateurs de bord et j'en passe. Et tout ça à distance, parce qu'on se trouve quand même à 6 km du pas de tir. Vous êtes les personnels en fait le plus proche du pas de tir au moment du lancement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est dans une partie blindée d'ailleurs. Là, on est dans un bunker, on dirait pas. Ouais, il faut quand même qu'on soit protégé en cas de difficulté en vol et de retombée de débris. C'est ça, c'est surtout retombée de débris hasardeuse qui irait directement. Je sais pas combien il y a de postes, il y a au moins 60
60 postes pour ce facile. Donc vous achetez les actions et vous les revendez, vous achetez les actions et vous les revendez. C'est ça, c'est ça que vous faites ici. Kevin, rebonjour, bonjour. Bonjour. Parce que voilà, on se voit, on tourne dans le désordre, mais il y a un montage. Évidemment, on peut pas montrer les écrans, mais c'est vraiment assez fou. Et sur quoi tu peux agir avec cet ordinateur? L'objectif, c'est depuis le banc de contrôle, pouvoir manœuvrer n'importe quelle vanne sur le process. D'accord, ok. Vanne qu'on a vu dans le portique mobile, dans les souterrains. Toutes les mises en œuvre qu'on fait sont déroulées de manière automatique. Et donc, c'est un ordinateur qui va choisir, qui va faire les séquences et... Ouais, en fait, on a une séquence, par exemple, mettre en froid les lignes au sol ou remplir un réservoir, c'est un programme automatique. D'accord. Quand vous avez testé la maquette, vous étiez en configuration, cette salle était remplie comme lors d'un lancement. Ouais, et on l'a vraiment positionné sur la zone de lancement, interfacé avec l'ensemble de lancement, exactement comme un lanceur. Le moment des essais, je veux dire, la première chronologie, c'était assez stressant. Ce qu'il faut, c'est la rigueur. Aimer gérer le stress. Ok. Ouais, quand même. Mais c'est marrant de dire ça, c'est que tu as un certain plaisir à gérer le stress. Moi, ça m'a toujours plu. Ouais. Ah, ok. Tu as travaillé sur Ariane 5 avant. Tu as assisté à combien de lancements dans ta carrière? 98, je crois. Ah oui. Ok. Ça marche. Et t'appréhendes cette journée du premier lancement là? C'est particulier pour toi ou c'est une chronologie de plus? Non, j'ai hâte d'y être. Ouais. J'espère que ce sera un succès. Ouais. J'ai déjà vécu à distance des lancements qui se font interrompre à 3 secondes avant. En général, c'est ici qu'il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton rouge ou c'est plutôt côté salle Jupiter? Alors en fait, à 3 secondes avant, il n'y a personne qui appuie. D'accord, ouais, c'est trop tard. Ouais, à 3 secondes, tout est automatisé. Après, quelques secondes encore avant, effectivement, des arrêts peuvent se produire. Qui peut les arrêter? En fait, plusieurs entités. Chacune des 2 entités, Jupiter et ici, sont synchronisées, communiquent en temps réel. Et un arrêt d'un côté entraîne l'arrêt de l'autre. Il ne nous reste donc plus que la salle Jupiter. Et il a fallu reprendre la voiture pour aller à cette salle qui se trouve à 12 km du pas de tir. 12 km, c'est genre la largeur de Paris. Et alors, je voudrais pas m'avancer, mais là, je pense qu'on est sur l'endroit le plus stylé de la vidéo. En fait, si je le dis, on est sur l'endroit le plus stylé de la vidéo. Ah oui. Top, H0 moins 1 minute. 3, 2, 1. Allumage AP, décollage. Bienvenue dans le lieu le plus iconique de cette vidéo, j'imagine. Nous sommes dans la salle Jupiter, celle que vous voyez à la télé, dans les médias. Dès qu'il y a un lancement Ariane, c'est ici. Et derrière moi, le type de salle qui me fait le plus fantasmer au monde depuis que je suis né. Voilà. La salle Jupiter, c'est le QG du décollage. C'est ici que le suivi de la mission va avoir lieu et que le CNES va opérer la base de lancement. J'ai donc la chance d'avoir cette salle pour moi tout seul et de rencontrer 2 des personnes les plus importantes de cette salle, le chef de mission de l'ESA et le directeur des opérations du CNES. Bonjour Axel. Bonjour. On est dans la salle Jupiter qui a vu quelques lancements dans sa vie. Pas mal de lancements, oui. Tu fais partie des chefs d'orchestre de cette salle? Je serai dans cette salle, effectivement. Ici, c'est la ligne des clients, des clients satellites. On a 18 charges utiles, 18 clients à bord de ce premier vol. Donc ça a été ouvert, effectivement, c'est une opportunité sur ce premier vol, plutôt que de le faire à vide. Parce que ça reste comme un vol test, c'est le premier, donc on met test, pas n'importe quoi dedans. Risque. On offre l'opportunité pour un coût modéré, un accès à l'espace. Et donc effectivement, on a proposé à des universités, des compagnies je dirais, des expérimentations de toutes nationalités différentes. Donc c'est extrêmement rare d'avoir la possibilité d'avoir un slot dans une fusée. Donc pour la recherche et tout, c'est extraordinaire, quoi. Alors en vol inaugural, effectivement, on le fait pas tous les ans. Ouais, bah c'est ça. Par contre, c'est une fois tous les 20 ans, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous résumer les grandes phases de ces 8 heures, en gros, même si ça varie, de chronologie? Le jour du lancement, en fait, on va s'installer donc vers du moins 8, moins 9 heures. On va avoir des essais qui vont être en interface, effectivement, avec le lanceur, pour s'assurer que tout est fonctionnel. On va avoir le retrait portique, donc pour Ariane 6. Il y aura eu des remplissages, effectivement, qui auront eu lieu. Les remplissages ont lieu après le retrait portique. Et nous, de notre côté, on va interroger, en fait, les répondeurs. Tu vas pinguer, en gros, le lanceur pour voir si ça revient. Exactement. On va s'assurer que, point de vue sécurité de l'espace maritime, puisqu'on fait dégager l'espace maritime, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de bateau, etc. Donc on s'assure que toute la partie sécurité, sécurisation est conforme. Il y a la météo, bien sûr, aussi. La météo, il va falloir effectivement le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser un lancement, alors qu'on sait qu'on a un critère foudre qui est assez sensible, qui pourrait donc toucher le lanceur. Et puis quand on fait des radiosondages pour savoir comment sont les vents, en fait, à très haute altitude. Donc oui, la météo a une part très très importante dans la mission. Et une fois qu'on est
conforme, on a donc l'autorisation de lancer. Mais la mission du CNES ici ne s'arrête pas après le décollage, puisqu'il s'occupe aussi du tracking de la fusée après son lancement, parce que c'est quand même vachement pratique de savoir où il est. Quels sont les facteurs qui font que ça peut dévier de sa trajectoire? Ça va être beaucoup la propulsion. D'accord. Ah oui, j'allais dire instinctivement des choses extérieures, mais c'est pas forcément l'environnement. Un problème de centrale, un problème de calculateur. Le lanceur il est autoguidé, il n'y a pas de pilote au sol. Incroyable. En général, il corrige sa trajectoire lui-même. D'accord. Ok. Tu es assez serein vis-à-vis de ça. Et tu t'entraînes du coup sur des simulations, essentiellement sur des choses quand ça va pas du tout, quoi. Des séries de panne, bien sûr. Ouais. Donc là, on reste dans le monde de la simulation. Si ça se passait et que ça n'était pas paré par une équipe bien préparée, c'est quoi les conséquences? C'est une explosion au sol? Ça peut être plusieurs conséquences. Des fois, ça peut ne pas avoir d'impact. Ça peut, par exemple, décaler la date de lancement de quelques jours parce qu'il faut remplacer une pièce. Okay. Mais il y a des choses plus graves. Ça peut être une explosion sur le pas de tir ou ça peut être le lancement qui est réussi, mais les premières phases de vol où il y a une dégradation du lanceur en vol et là, une explosion. D'accord. Imaginez, vous avez travaillé de manière acharnée, vous vous êtes préparé pendant des années, vous vous êtes donné corps et âme avec votre équipe sur le projet, vous êtes fin prêt pour le grand jour et au moment du décollage, la fusée explose. Eh bien, ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du spatial. Parfois même avec des dénouements tragiques parce que la charge utile, eh bien, c'était des gens. Sachez d'ailleurs que le lancement inaugural d'Ariane 5 en 1996 s'est soldé malheureusement par un échec, puisque le lanceur a explosé seulement 36 secondes après son décollage. Une gerbe de feu. Des débris incandescents retombent en pluie sur le sol. Donc forcément, le personnel d'Ariane Group a ça en tête et il ne s'agit pas de reproduire cette catastrophe, mais clairement, après avoir rencontré autant de personnes sur toute la chaîne de production d'Ariane 6, je peux vous dire qu'il ne laisse absolument rien au hasard. Est-ce qu'on peut dire que le lanceur il évolue dans une sorte de cône ou de tube acceptable? Exactement, ouais. Et à partir d'un certain moment, c'est mort, quoi. Tout à fait. Okay. Mais tant qu'il ne sort pas de ce corridor, il ne fera pas de danger pour la population ou pour l'environnement. Le lanceur il peut recevoir une seule commande qui est la neutralisation. Voilà. Et ça là, faut l'envoyer, surtout pas par inadvertance, on va dire. Mais Et cet ultime bouton rouge, c'est toi qui l'as? Ah non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais c'est toi qui peux dire. C'est nous qui disons aux gens qui l'ont. Voilà où est le lanceur. Les gars, attention. Voilà sa trajectoire. C'est une équipe CNES dédiée qui n'est pas ici, qui s'en occupe, qui est dans un autre bâtiment isolé de tous. Pour pas être influencé finalement. Pour pas être influencé. Ils sont incontactables, quoi. Ouais. Volontairement incontactables pour être vraiment froid et c'est incroyable. C'est eux qui ont le plus de stress en vrai. Ouais, c'est fou. Non mais ce pôle est dingue. Ouais. Globalement, eux, ils espèrent qu'une chose, c'est ne rien avoir à faire. C'est exactement ça. Il faut que tout se passe bien. C'est fou. Comment tu vas vivre cette journée de lancement? Émotionnellement, toi, d'un point de vue perso, après tout le temps que tu as passé Il y aura une grosse émotion. Déjà, n'importe quel lancement, je dirais, de routine, il y a toujours la chair de poule, les émotions. Il n'y a jamais de lancement de routine, quasiment. Non, c'est toujours... c'est toujours un peu quelque chose de, je dirais, non coutumier. Ça doit être vraiment incroyable, l'ambiance qu'il y a. Ouais, surtout les 10 dernières secondes, la dernière minute, c'est particulier. C'est très silencieux, très pesant. Ouais, c'est très silencieux. On sent, au début, ça rigole un peu, après, ça rigole plus trop. Ok, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup et bon courage. T'as une date en tête ou pas encore? On a des dates. Aujourd'hui, ça se profile sur une plage qui est ouverte en fait entre la mi-juin et la fin juillet. Okay. Les choses se feront. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Axel. Merci. Et c'est parfait. On est le 9 juillet 2024 et je suis là, de retour en Guyane française, pour assister au lancement, avec un peu de stress. Mais moins que les gens qui y ont passé 10 balais. Bon, le lancement a lieu dans quelques heures, mais on a encore un petit peu le temps. Donc, on va en profiter pour aller au plus près de la fusée, pour voir une étape cruciale, c'est le retrait du portique. Cette dernière maison de Ariane 6 va enfin s'en aller pour qu'elle puisse s'envoler.
voyez derrière moi, il y a du monde. On est le matin du lancement. Et en fait, on est avec tous les journalistes de tous les pays européens, globalement. C'est assez fou de voir ça. Il y a quand même une excitation palpable, même chez les journalistes, tu vois, qui sont pas forcément tous spécialisés dans le spatial. Je sens que c'est quand même un grand moment. Donc là, on est à peu près à 500 mètres de la fusée. Le retrait du portique va commencer. Bon, la première chose que je me dis là, c'est toutes ces carrières connectées, toutes ces vies, tous ces êtres humains qui ont passé 10 ans de leur vie à travailler sur un projet pour ce jour-là. Si jamais ça se passe mal, ok, il y a beaucoup d'argent gâché, mais il y a surtout des gens qui vont être très très déçus. C'est une énorme aventure humaine et c'est même une aventure de l'espèce humaine, tout simplement. Mec, c'est trop bien que tu fasses ça, franchement. Ça tue. Ça va intéresser les gens à l'espace et tout. Ça filme, je fais un docu depuis 1 an. Ah, c'est vrai? Ouais. On se voit très rarement avec Maxime. C'est vrai. Et du coup, là, c'est... On n'arrive jamais à se croiser. Il fallait juste aller là, en fait. Le cadre est fou. Mais en fait, tu sais que je suis choqué parce que la Guyane, c'est vraiment marqué par le spatial. Ah bah, t'as vu quand t'atterris? T'es accueilli direct avec des maquettes, Ariane 6 et tout, machin. Ouais, tu sens que c'est un peu important. Retrait du portique dans 3, 2, 1, top. Alors c'est pas flagrant là comme ça, mais ça a commencé. Il se déplace actuellement à 7 mètres par seconde environ. 7 mètres, 7 mètres par seconde, c'est énorme. À 7 mètres par minute, voilà, c'est long. Et il va du coup prendre une petite vingtaine de minutes à aller jusqu'au fond des rails, puisque finalement, au bout d'un moment, les rails s'arrêtent. J'espère qu'ils sont pas gourés de sang, parce que s'ils se décalent sur le côté, ça va... Oh là là, je reconnais tous les boulons. Les boulons de Vernon, je les reconnais. Et oui, c'est Sylvie qui l'a posé celui-là. Oh, c'est du beau boulot. Hein. Une petite reprise de peinture à faire sur le booster gauche. C'est pas grave, il y a encore le temps. J'ai vraiment l'impression qu'elle est personnifiée. Tout à l'heure, quand je l'ai vue en premier, je me suis dit, ça se trouve, elle est un peu stressée. Elle s'est levée ce matin, elle s'est dit, putain, c'est aujourd'hui. C'est terrifiant, quoi. À quel point l'être humain est capable d'avoir de l'affection pour un objet inerte. Regardez qui c'est que j'ai trouvé dans la forêt. Je me baladais par oui, là. T'adores ça depuis la vidéo dans la jungle. J'étais en train de me dire parmi tous les scénarios auxquels on peut penser, c'est-à-dire un report, une explosion au sol, une explosion en l'air, un succès incroyable. Là, il y a tous ces scénarios-là. Il y en a un autre qui existe. C'est tout se passe bien, mais il y a une couverture nuageuse basse. On voit absolument rien. Limite, je crois que c'est le pire. Ça. Je pense. C'est que le vol est fabuleux, mais on ne voit rien. Exactement. Et là, pour l'instant, c'est vrai que ça inspire pas la conf là. Croisons les doigts. En tout cas, la pluie n'est pas un facteur annulatoire. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, faut le dire. Ouais. On va peut-être faire une comédie musicale avec nos 2 parapluies. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Singing in the rain. C'est fou de se dire que tout ça va finir dans l'espace dans quelques heures. Vraiment dans l'espace, Yvan. Ouais. Bon, là, on est à 500 mètres. On va multiplier cette distance par 10 pour aller à Toucan, qui est le site le plus dingue pour observer le lancement, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages. Si on la voit pas, c'est fou. J'aime quand même un peu bien. J'aime quand même un peu bien. Le mec qui filme un docu sur 1 an. Pour filmer un nuage. Pour filmer un nuage. Oh non. Bon, et ben, à tout de suite alors. Collègues partout en Europe et merci de nous suivre. On revient sur notre lanceur. Le remplissage de ses réservoirs continue jusqu'à la toute dernière minute. Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité. Nous vous souhaitons un agréable lancement. Dans 34 minutes, il va y avoir une explosion derrière moi. Une explosion contrôlée, hein, une explosion maîtrisée, mais une explosion qui va permettre à Ariane 6 d'aller dans l'espace pour sa toute première mission. L'ambiance ici est absolument dingue. La tension est palpable. C'est toujours le cas pour un premier lancement. Il y a des vies entières qui sont accrochées à ce moment et on peut le sentir, on peut sentir la pression ici.
20 minutes et je suis avec Julien, une des personnes les plus stressées ici, mais très heureuse et hypée, tu m'as dit. À fond. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui fait que c'est un peu un moment important pour toi? Ok, écoute, nous, on est un groupe de jeunes professionnels à l'ESA, à peu près 100 personnes qui ont travaillé sur un petit satellite qui va rester accroché à la fusée, qui va essayer de prendre les phases clés d'Ariane 6. Les filmer? Les filmer. Ok, donc attends, donc là, tu as bossé sur un truc pendant des années qui est là-dedans, là, sur cette énorme bombe. Ouais. Ok, super. Les caméras, elles vont filmer la séparation de la coiffe. Ce moment qui est en général un moment super excitant parce que c'est là où les satellites voient vraiment l'extérieur. De voir la Terre qui s'éloigne. Bonne POV, en fait, c'est ça ton projet, quoi. C'est ça que nous, on veut capturer parce qu'on pense que c'est des images inspirantes. Aujourd'hui, il faut que les jeunes ils s'intéressent au spatial. Ils s'intéressent déjà, tu non, je suis pas d'accord avec ça. Non, là, je te rejoins pas du tout. Bon, ça matchait jusque-là et là, rupture. Le challenge, c'est d'arriver à récupérer ces petits fragments et de les mettre bout à bout. Et donc là, il y a une équipe qui est en charge au sol de recoller ces bouts, de faire tourner des algorithmes pour avoir au fond peut-être 10 secondes de vidéo. Bah, c'est incroyable, c'est un super projet. Tu as réussi à faire passer quelque part un truc assez artistique. Dans le projet Ariane 6, c'est complètement dingue. Et j'espère que tu nous partageras ces rushs là pour que les gens puissent les voir, c'est complètement fou. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Il reste 5 minutes. 5 minutes. 5 Minuten. Je connais que ces deux langues-là. Cinque. Bref, non. Bon, il reste 2 minutes, je vous le dis, ça va être fou. Tout simplement parce que la fusée va passer plusieurs couches de nuages et on va la voir passer entre les différentes couches de nuages. Ça va être vraiment incroyable. Top, A0, moins d'une minute. C'est bon, on est à moins d'une minute. Il vient d'y avoir un silence absolument incroyable. On n'entend plus que le bruit de la jungle. Ça va le faire, mec. Ça va le faire. Attention pour le décompte final. Décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Allez, vas-y, 1. fais-le. Ouais. Ouais. Et bah une margarita alors. Parfait. Top. Oh putain, c'est ouf. What the fuck. Wow, le son n'est pas encore arrivé, il va arriver, ça va être terrifiant. On la voit parfaitement bien, elle traverse les nuages, c'est absolument magnifique. Waouh. Oh. Waouh, c'est choquant de ouf. C'est choquant de ouf le bruit, putain. Ça rendra jamais justice. Waouh, on a l'impression qu'on se fait mort. Ça passe super bien, ça passe super bien. Ça crépite et tout, c'est oh là, c'est toujours aussi dingue, la traînée, tout là. Let's go! On est tellement bien placés, c'est choquant. Et c'est quand qu'on a le droit de célébrer là? Julien, ça sent bon là! Les mecs, c'est magnifique là! Séparation des ESR. Let's go! What the fuck? Il va y avoir beaucoup de gens soulagés là, j'espère que ça va bien se passer, mais là, elle est déjà à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Oh waouh, quel moment les amis, quel moment. En plus putain, on l'a vu se faire construire pendant si longtemps. Séparation de la coiffe. Séparation de la coiffe. Oh. Ça veut dire que bah, ça y est, hein, elle n'est plus du tout dans l'atmosphère, qu'il n'y a plus du tout de frottement. Le bruit était fou. Je vous jure que c'est vrai. Au moment du lancement, quand il y a le bruit, même la jungle arrête de faire du bruit, quoi.
Ouais, c'est dingue. Franchement, vivez ça une fois dans votre vie, les gars, c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ben, non, du tout. Pour le coup, tu vois, je pensais pas être autant ému. C'était un vrai moment, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a une perspective de lenteur parce qu'on est tellement loin, oui. alors que ça va si vite. T'as vu comment elle est partie au début? C'est genre... On va aller voir Julien. Julien, comment ça va? Là, ouais, on est bien. Là, on voit, on a les images on board de la fusée. Ok. Donc on espère avoir des images un peu pareilles. Putain, mais ça, c'était là, il y a 2 secondes, là. Là, c'est incroyable. Franchement, j'ai pas... What the fuck? J'ai quand même lâché ma petite larme. Bah, tu m'étonnes, j'espère bien. Le mec l'engueule. Ah oui, enfin. Allumage du moteur Vinci. Today, with this new launcher, Europe is restoring its autonomous access to space, and we all know how important this is for all of us. But what I would like to share as a feeling is a sense of pride for all the teams, the thousands of rocket makers from Ariane Group, from all the European industrial partners who have been working tirelessly on this program to overcome the challenges. I'd like to congratulate all of you, to thank all of you, and I'm proud of your talent and your dedication. C'est pas fou de se dire qu'elle est plus là? Ouais, j'aurais pu là. Tu regardes, elle était là, elle est plus là. Ça va tellement vite, c'est tellement des vitesses de fou qu'elle est déjà dans un autre monde quelques minutes après. Bah, le fuseau horaire, je l'aurais pas. Là, il n'y a plus rien à voir. Non, c'est sûr, elle est jet lag. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et les amis, c'est une réussite. Clairement, on va pas se mentir. Hein. Notre crainte, c'était de vous filer un petit docu comme ça où on vous explique comment construire une fusée et comment la regarder péter en pleine jungle. Et ça n'est pas arrivé. On y a pensé. On y a pensé très fort. Et on s'est dit, la outro va être en demi-teinte. Et finalement, c'est un succès incroyable. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont permis de faire cette vidéo. Je pense à Sandra, à Olivier, à Thomas, par exemple, qui se reconnaîtront chez Ariane Group. Parce qu'en fait, ce genre de projet, ça peut pas exister sans des gens qui nous ouvrent les portes en interne. Tu vois, c'est tellement des énormes groupes que s'il n'y a pas des gens qui croient dans le projet, ça marche pas. Donc merci à eux. Merci à vous de regarder cette chaîne et ces formats qui sont plus vulgarisation scientifique. Merci à Florent qui tient cette caméra. Bravo, et qui a enchaîné quelques 6, 7, 8 semaines, on compte plus, de montage. Merci à tous les intervenants qui ont donné leur temps, qui ont arrêté leur journée de construction de fusée pour faire des interviews avec un youtubeur moyen. Merci infiniment à Revolut d'avoir sponsorisé ce format. Toutes les informations en description et en commentaire épinglé. Et surtout, si vous aimez ce genre de vidéo, manifestez votre soutien et votre envie d'en voir d'autres sur d'autres sujets à travers des petits pouces en l'air, des petits commentaires, parce que j'adore ça, ça fait du bien de temps en temps de faire de la vulgarisation sur des sujets importants comme celui-ci. L'idée, c'est d'en faire plus sur plein de sujets. Vous pouvez proposer des idées dans les commentaires. À très bientôt. Et merci à toi de nous avoir amenés là. Avec grand plaisir.